eh bien, de la dissolution de notre Assemblée nationale, de donc, la nécessité d'organiser en quelques semaines des élections législatives. Et voilà, je ne pouvais pas quand même ne pas parler de cela, même si je ne fais pas de politique, donc je ne suis pas là pour... je n'ai pas envie de vous expliquer ce que je pense qu'il faudrait pour la France, ni prendre un parti. Mais en revanche, il faut quand même analyser ce qui s'est passé dans ses conséquences, à la fois sur le regard que les autres à l'extérieur ont de notre pays et du pouvoir et de la situation politique d'une manière générale, et puis bien sûr sur l'impact que cela pourrait avoir sur la politique, notamment vis-à-vis bien sûr de la guerre en Ukraine, selon eh bien, la reconfiguration qui va se faire et la nouvelle Assemblée nationale. Donc, bon, bah, c'est un vote sanction, ça je vais pas... c'est de la palissade, enfin ça va de soi. Évidemment, c'est un vote sanction de la politique du gouvernement et, à vrai dire, de celle du président, depuis quelques années, au-delà de ce dernier gouvernement d'ailleurs. Et c'est aussi pour moi la résistance manifeste à une marche forcée vers le fédéralisme européen, c'est-à-dire que tout ce discours sur le thème le pouvoir actuel, il est pro-européen et c'est le parti de l'Europe, entre guillemets, eh bien, il y a quand même un certain nombre d'électeurs considérables qui ont une autre idée de l'Europe. Ça ne veut pas dire qu'ils sont anti-européens, ils la voient différemment. Et je pense qu'il y a une grosse composante de nos concitoyens qui voient l'intérêt, malgré tout, de maintenir une existence, une puissance, une influence des nations à l'intérieur de l'ensemble européen. Ça ne veut pas dire jeter le bébé européen avec l'eau du bain. Au contraire, ça veut dire être en position et avec un état d'esprit suffisamment fort pour pouvoir influer sur l'Europe telle qu'elle existe, et pouvoir l'orienter beaucoup plus en fonction de nos intérêts nationaux. Ce que moi, personnellement, j'appelle de mes voeux. Donc, il y a plusieurs conceptions possibles de l'Europe. L'Europe des nations, c'est pas mal, et ça fait envie probablement à des millions et des millions de personnes dans notre pays, et pas seulement dans notre pays, puisque ce que l'on appelle l'avancée inquiétante, terriblement inquiétante, des mouvements d'extrême droite ou populistes en Europe, d'ailleurs qui n'a pas été le raz-de-marée annoncé, mais qui quand même se renforce globalement, traduit un degré de conscience assez élevé, un degré de bon sens assez élevé en tout cas, dans une grande partie des votants. Donc, la confiscation symbolique permanente de l'idée européenne au profit exclusif d'une vision fédérale, d'une vision dite européiste, enfin, voilà, d'une espèce de fusion des États européens dans un grand ensemble prétendument idéal, enfin optimal en tout cas, c'est en échec. Voilà, c'est une vision en échec. Alors, maintenant, s'agissant de la France, ça ne suffit pas de dire ça, parce qu'on a bien vu quand même que ce désaveu cinglant de la politique menée actuellement, c'est un désaveu parce qu'il y a un ras-le-bol, il y a une fureur diffuse et à mon avis il y a une peur aussi diffuse. Donc ras-le-bol, fureur, peur, bon, et ça n'est pas seulement économique et social, ça n'est pas seulement par rapport à la politique économique et sociale du gouvernement ou de ses prédécesseurs, mais je pense que l'attitude, enfin la dérive qui a été prise par la politique gouvernementale et présidentielle vis-à-vis du conflit en Ukraine a fini par faire peur aussi et faire craindre que finalement la situation ne nous échappe à force de nourrir l'escalade et qu'on ait là des conséquences sécuritaires, humaines, économiques, financières, politiques, géostratégiques, d'ampleur difficilement récupérable. Et effectivement, on est sur une pente glissante, je vous l'explique depuis un certain nombre d'émissions. Donc l'idée de, bon, pourquoi pas une bonne guerre, non,
tu parles, Charles, si j'ose dire. Hein. Non, c'est plutôt un cataclysme sanglant qui nous pend au nez. Et il était peut-être temps de corriger le tir et de montrer que les populations ne sont pas d'accord, ni pour s'engager pour d'hypothétiques valeurs dont on aimerait bien savoir quelles elles sont exactement, physiquement dans un conflit ukrainien, directement au sol, de manière importante, en tout cas en proportion de nos moyens, contre la Russie. Voilà, tout ça n'a ni queue ni tête, à vrai dire. C'est une facilité, c'est sans doute une option prise politiquement au plus haut niveau, mais ça ne correspond pas forcément au désir des Français. Je pense que c'est aussi cela qui a été dit dans un package plus lourd de critiques et de refus, en fait, d'orientation économique, sociale, et aussi d'ailleurs de cette pratique de la politique comme spectacle et comme pure communication de plus en plus décorrélée du réel, non seulement international, on le verra, mais même du réel français. Du réel, de la situation dans laquelle vit une grande partie de nos concitoyens. Et je ne parle pas là que des gens extrêmement modestes, je parle aussi de tout un ensemble, une grosse partie des classes moyennes françaises qui vivent pas de mieux en mieux, c'est clair, voilà, pour le dire à l'envers, depuis quelques années et qui commencent à en avoir juste assez qu'on fasse semblant de considérer que tout va très très bien, que nos ministres font un travail extraordinaire dans tout domaine, qu'il n'y a vraiment rien à se reprocher ou alors très très à la marge et que voilà, notre économie a été sauvée par les mesures et les décisions prises par notre éminent ministre de l'économie et des finances, etc., etc. Donc, je pense que là, il y a ce vote, c'est une demande de retour au réel, en fait. C'est une demande de retour au réel. Alors, est-ce que dire cela, et notamment vis-à-vis de l'attitude ou de ce que peuvent probablement penser et craindre une partie des Français vis-à-vis de la guerre en Ukraine, est-ce que ça, c'est relayer de la propagande russe ? Encore une fois, non. C'est basique, c'est l'observation du réel. Ça n'est pas parce qu'on observe une situation et qu'elle nous est défavorable ou qu'elle nous met en porte-à-faux avec nos propres décisions que c'est de la propagande russe ou de l'ingérence russe ou je ne sais quoi. Vous voyez, ça suffit, il faut commencer par revenir aux faits. Donc, le président de la République a pris une décision grave, importante, dont on mesure encore mal les conséquences, parce que là, ça y est, les manœuvres politiques et politiciennes ont commencé un peu dans tous les sens. Donc là, moi, je suis incapable de faire un pronostic. Je pense que le président de la République a eu une prise de décision tactique, très tactique, pas gaulienne. Certains ont dit c'est une posture gaulienne. Il fait un retour au peuple, il demande au peuple son avis, etc., etc. Non, je pense que c'est surtout rusé, c'est surtout habile, parce que d'abord, ça escamote complètement l'autocritique, peut-être souhaitable, sur justement le projet européen et le verdict des urnes, voilà. Deuxièmement, bon, on prend les habits de la grande démocratie qui redonne la parole au peuple et qui met le peuple surtout face à ses responsabilités. C'est-à-dire, vous voulez essayer le Rassemblement national, go, tant pis pour vous, on va voir ce qu'on va voir. Bon, ça, je pense que c'est un pari extrêmement risqué. Je ne suis pas certaine que ce soit le sien, d'ailleurs. Je pense qu'il s'agit surtout de rester maître des horloges au moment où on commençait à parler, tant le ras-le-bol est fort, de choses très graves, de destitution, voilà. Si vous voulez, il y a un divorce quand même d'avec le peuple, entre l'ensemble de ses représentants. Ce n'est pas seulement le président de la République, bien sûr, que je ne me hasarderai pas à critiquer en tant que tel. Si vous voulez, il y a ce divorce, mais qui s'incarne terriblement et de manière croissante depuis des années. Et ça devient insupportable, parce que justement, on est dans une mascarade et on masque
on masque complètement la réalité de notre situation en tant que pays, en tant qu'économie, importante à l'échelle du monde malgré tout, mais qui est en très très mauvaise posture financière, et puis même dans les grands équilibres. Et donc, voilà, on essaie de faire comme si, hop, 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 un petit tour de passe-passe et tout allait bien parce qu'on dit que tout va bien. Mais tout va très très mal, à vrai dire. Donc, moi, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, on a affaire à des élites, et pas seulement, encore une fois, dans la majorité, enfin la majorité relative du pouvoir en place, mais d'une manière générale, dans l'appareil représentatif français, on a l'impression, et je ne parle même pas de la technostructure et de la partie haute de la technostructure, qui met en œuvre les politiques gouvernementales et présidentielles, on a l'impression que cette partie-là de la population vit un peu dans une sorte de métaverse. Il y a une totale décorrélation. Non seulement on est décorrélé, la France, par rapport au reste du monde, on ne veut pas voir ce qui se passe vraiment, mais même en France, il y a une décorrélation finalement, on escamote les questions et on dit finalement c'est les Français qui ne comprennent rien, qui sont des ingrats, ça ne va pas, et bien tant pis. Allons, on va voir ce qu'on va voir, ils seront dirigés comme ils le souhaitent par un gouvernement finalement soit à majorité de droite et droite dure, on va dire, et puis ou alors une espèce de grande coalition de gauche qui sera, à mon avis, pas forcément meilleure, loin de là. Mais non, ça ne suffit pas de dire ça. En fait, si ces élites-là représentatives se rétrécissent mentalement, symboliquement, perdent le goût de l'intérêt national, perdent le goût de la responsabilité de leurs actes et de leurs décisions et du fait de devoir en rendre compte, et se rétrécissent sur leurs intérêts propres, singuliers, matériels, professionnels, de carrière, etc., on est dans une fracture qui, effectivement, va s'alourdir de plus en plus, et on aura beau jeu de dire « mais vous faites le jeu de l'extrême droite, ça ne va pas », mais tout ça n'arrive pas comme ça, là encore, ça ne tombe pas du ciel, le score du Rassemblement national, quelles que soient ses vertus, ses défauts, c'est pas pour rien, c'est un vote vraiment de désamour et surtout de défiance, important, à mon avis. Donc, voilà, la politique, c'est pas simplement communiquer des utopies, essayer de maintenir la barque qui est pleine de brèches et de trous vaguement à l'eau, sur l'eau, ou en tout cas décoper peut-être au fur et à mesure, pour qu'elle ne s'enfonce pas trop, que ça ne se voit pas. Et puis il y a la question des valeurs, et ça je voudrais revenir là-dessus, parce que ça c'est une question à la fois humaine, politique, géopolitique, culturelle, et c'est à mon avis un de nos gros handicaps, et je parle là de la partie du monde à laquelle la France appartient, à laquelle j'appartiens, partie occidentale et européenne du monde, cette permanente expression de notre supériorité morale et de cette défense des valeurs qui justifierait finalement tout et n'importe quoi, y compris des fausses défenses ou des défenses de valeurs qui n'en sont pas, et c'est le cas en Ukraine, je suis désolée de le redire, il faudrait quand même s'intéresser à ce qu'est ce régime un jour ou l'autre. Donc, quelles sont nos valeurs et qu'est-ce qu'elles ont d'attirant et comment dirais-je, de dynamique vis-à-vis du reste du monde aujourd'hui. Moi, je crois que c'est un des grands enjeux. Et évidemment, c'est difficile, c'est douloureux, c'est délicat. Il va falloir ouvrir un peu nos œillères. Mais il faut qu'on redéfinisse un socle de valeurs qui ne sont pas occidentales en tant que telles, qui seront plus riches, plus larges, et qui seraient à même de rétablir un tout petit peu notre crédit à l'échelle du monde, et même à l'intérieur de notre propre pays. Parce que, vu de l'extérieur, si vous voulez,
ces valeurs brandies en permanence que personne n'explicite jamais vraiment, à part la République, l'état de droit, la liberté, l'égalité, la fraternité. Enfin, si vous interrogez la plupart des pays dans le monde, ils vous disent exactement la même chose. Ils n'ont pas besoin de l'avoir mis au frontispice de leur monument. Ils le pensent, ils le croient. Ils croient qu'ils incarnent une forme d'égalité, une forme de respect de la diversité, une forme de fraternité, voilà, une forme de préservation d'un héritage culturel et historique. Donc on a vraiment un souci, il faut reconstruire un socle de valeurs que l'on puisse communiquer et partager, pas comme le Saint-Sacrement que l'on donne aux autres et qui sont priés d'accepter en tant que tels, n'est-ce pas, s'ils veulent communier avec nous, hein, mais comme quelque chose qui soit attirant et surtout qui corresponde à un vécu, à une réalité humaine, globale, collective. Et donc, évidemment, si on s'attaque à ça, on va devoir quand même nettoyer un petit peu tous les doubles standards que nous diffusons aimablement au nom de nos valeurs qu'on appelle aussi des règles et qui finalement se réduisent souvent à des intérêts et qui font que non seulement on ne nous croit plus, mais on nous subit de plus en plus difficilement et on a de moins en moins envie de dépendre de nous, d'une manière ou d'une autre, ou même de s'allier avec nous. Donc, vu de l'extérieur, maintenant, évidemment, ce scrutin européen et, en l'espèce, en France. Bon, alors d'abord, à l'échelle européenne, je pense évidemment que des pays comme la Chine ou la Russie, et même d'autres, voient cette montée des mouvements dits populistes, qu'eux ne considèrent pas populistes, mais plutôt populaires, en tout cas, représentatifs des peuples, est une bonne nouvelle parce que ça traduit l'échec, enfin en tout cas la mise en échec et la mise en défiance de l'intérieur d'une politique européenne, enfin de l'Europe actuelle, qui est perçue comme très violente et très inique et complètement indifférente aux intérêts fondamentaux des peuples. Si vous regardez ce qui s'est passé en Allemagne, bon, en France, chez nous bien sûr, en Grande-Bretagne aussi, où le spectre politique avec le retour de Nigel Farage, enfin, tout ça reprend des couleurs assez souverainistes. Et encore une fois, nous sommes en train de redécouvrir peut-être les vertus et les mérites de la souveraineté, mais il y a bien longtemps que les trois quarts du monde l'ont fait. Et le font, et l'expliquent, et n'en ont vraiment non seulement aucun scrupule, mais considèrent que c'est une très très bonne chose en fait. C'est un élément de leur survie et de leur développement. Donc voilà, ce qui se passe en Europe, évidemment, c'est vu sans doute avec de l'ironie, voire de la moquerie. Voilà. Alors, en France, on va voir ce qui se passe. Encore une fois, ça bouge tout le temps, ça bouge d'heure en heure, donc on est mardi. Je ne vais pas vous raconter ce qui va se passer, je n'en sais rien, d'ici la fin de la semaine. Enfin, ça doit se faire assez vite, puisque les listes doivent être déposées de manière imminente, quasiment. Il va y avoir des tractations, c'est le grand mariage des carpes et des lapins. Là on est... Mais c'est à l'échelle de toute la classe politique. Je pense que le président de la République cherche en fait par cette dissolution à neutraliser considérablement et peut-être à remettre au pas dans des coalitions compliquées finalement un certain nombre de partis pour reprendre le contrôle, pour rester donc le maître des horloges, et il le reste, il a dit qu'il n'avait pas l'intention d'ailleurs de démissionner, et pour déplacer la responsabilité des politiques qui ont été menées jusqu'ici sur une coalition qui serait amenée, par exemple, à gouverner avec lui en cohabitation. Voilà, donc il s'agit un peu de gagner du temps. Alors évidemment, il y a les scénarios du pire, c'est qu'il y a un vide institutionnel, là, au moment où l'actuelle Assemblée nationale sort, et l'autre n'est pas encore en place, évidemment, c'est un trou. C'est un trou qui peut laisser prise à beaucoup d'événements inquiétants. Bon.
Espérons qu'il ne se passera rien de dramatique dans le pays, espérons qu'il n'y aura pas d'attentats, espérons qu'il n'y aura pas... Voilà. On peut vraiment imaginer beaucoup de choses, surtout dans la situation sécuritaire actuelle. Et je pense qu'à l'Élysée, on imagine effectivement beaucoup de scénarios. Ce qui est clair, c'est que ce ne sont pas les néoconservateurs à la française, ceux qu'on a chez nous, ils sont nombreux, et encore moins les néoconservateurs américains et l'atlantisme belliciste de l'Amérique, qui quand même demeure, et qui vont nous sauver. Donc, au contraire, ils vont nous sacrifier sur l'autel de l'aggravation de l'affrontement en Ukraine contre la Russie, à leur place, pour leur compte, à nos dépens, hein, non seulement de la France, qui veut être la première, la meilleure élève, mais de toute l'Europe. Voilà. Et au-delà de tout ça, ce qui, moi, me frappe, c'est l'impuissance, en fait, des politiques occidentaux vis-à-vis de la marche du Nouveau Monde, donc ce divorce d'avec leur peuple, les illusions entretenues par nos gouvernants dans nos jeunesses occidentales, européennes, sur tout va bien aller, le grand sujet c'est l'environnement, n'est-ce pas, il n'y en a pas d'autre, il faut travailler le moins possible, il faut continuer comme ça, tout ira bien, nous sommes le fer de lance de la modernité et du progressisme mondial, n'est-ce pas? Bon. Voilà, il faut vraiment n'avoir jamais mis les pieds dans un avion et changer de continent, ou même pas changer de continent, juste avoir légèrement bougé, plutôt vers l'Est, pour croire à ce genre de fadaise. On est en faillite, on est dans une situation sécuritaire intérieure grave, et on est dans une situation sécuritaire extérieure très grave. Et nous sommes responsables de cette dégradation en grande partie. Voilà. Bon. Donc, voilà, sur ce qu'on peut dire là-dessus, sur cet événement d'hier, je pense que je ne vais pas aller outre cela. J'espère que tout va bien se passer. J'espère qu'il va se trouver une majorité pour pouvoir gouverner en cohabitation avec le président de la République. Et j'espère aussi que cela va avoir peut-être un impact de raison, si vous voulez, de sagesse et peut-être de modération dans notre attitude vis-à-vis du conflit. Parce que c'est quand même ça qui est une des urgences les plus graves, c'est de faire rebaisser la tension en Europe, contrairement à ce que racontent tous les va-t-en-guerre, d'arrêter ce soutien forcené, et on peut espérer qu'une cohabitation, peut-être, quelles que soient les prises de position officielles des uns et des autres, ça va quand même pousser à la modération, à l'équilibre, en tout cas à des deals, à des accords, et à la modération de la position française sur l'Ukraine, même si c'est le président de la République qui, naturellement, garde son précaré en cette matière et en use et en abuse, mais éventuellement, en tout cas en fonction de sa vision des choses. Mais moi, j'espère beaucoup que ça va avoir un impact globalement, ça paraît paradoxal, mais peut-être qu'on va arriver à réfléchir un tout petit peu plus avant de faire des déclarations intempestives et extrêmement dangereuses vis-à-vis de la Russie. D'ailleurs, parmi les dernières déclarations, la coalition d'instructeurs imaginée par notre président ne fait manifestement pas florès. Hein. Les Allemands sont en arrière de la main. Il est un peu devenu le premier de cordée, d'une cordée qui n'a pas envie de dévisser à cause de lui. Voilà, j'espère que petit à petit, tout ça va se calmer. Et puis, on voit aussi, alors je parle du divorce entre les élites et les peuples, bon, ça c'est clair, mais même aux États-Unis, enfin, j'ai parlé lors du direct d'un institut qui s'appelle l'Institute for Global Affairs, qui est un institut américain, qui a fait un grand sondage auprès de 3500 personnes à peu près,
européens et américains sur pas mal de conflits en cours, notamment au Moyen-Orient et notamment en Europe, donc l'Ukraine. Et le résultat est très intéressant. Le résultat, c'est que le bon sens est vraiment du côté des citoyens ordinaires. C'est-à-dire que tout le monde a bien compris qu'il faut arriver à l'apaisement, qu'il faut arrêter de mettre la Russie dans un coin et d'espérer qu'elle va sortir extrêmement affaiblie, et qu'il faut même ne pas rêver pour l'Ukraine de reconquérir les territoires qu'elle a déjà perdus au cours de cette guerre, de cette opération militaire spéciale. Et ça, c'est quand même entre 85 et 95% des Européens et des Américains qui le disent. Donc, si vous voulez, voilà, quand on pose des questions, les gens, en fait, réfléchissent très clairement, très lucidement. Donc, alors cet institut se propose, je vous invite vraiment à aller voir, l'Institut pour les affaires globales, donc basé à New York. C'est un institut qui se propose de redéfinir les bases d'un nouvel atlanticisme, comme ils appellent ça. Donc, en fait, les bases d'une nouvelle influence possible des États-Unis et de leurs alliés européens, donc de nous. Ce qui est quand même une très très bonne idée, parce que l'Occident est en morceaux au plan international par rapport à sa voilure de conviction, n'est-ce pas, vis-à-vis du reste du monde. Ça va très 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 mal. Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir aussi à la question des valeurs, il faut reposer les bases d'une nouvelle influence occidentale, mais qui ne sera pas une influence de type hégémonique. C'est évident, ce n'est plus possible, ce n'est même pas souhaitable, et ça ne déclenche finalement que l'agrégation de tous les autres contre nous. Donc c'est quand même pas très intelligent dans l'état actuel des rapports de force qui ne va pas aller dans notre sens dans les années à venir. Donc voilà, les Américains ont lancé cet institut, ce serait bien qu'on ait le même en France, ou qu'il ait une antenne française. Mais en tout cas, voilà, il y a un degré de conscience élevé des risques et degré de conscience plus élevé chez les peuples occidentaux que chez leurs gouvernants. À part quelques-uns, bien sûr, qui font un peu cavalier seul et que l'on traite de populistes ou d'horribles dirigeants d'extrême droite. Donc ça suffit, l'époque où Hillary Clinton prenait son air le plus méprisant et parlait des électeurs de Donald Trump comme des deplorables, n'est-ce pas? Elle aurait peut-être voulu dire expendables d'ailleurs, mais deplorables, donc des gens vraiment lamentables, quoi, misérables, lamentables, qui ne comprennent rien. Elle se bouchait le nez. Chez nous, c'est la même chose. On bouche le nez. Mon Dieu, mais l'horreur, l'extrême droite. On parle encore d'extrême droite. On pousse des cris d'orfraie. Et en fait, ça vise juste à faire disparaître les aspirations populaires, à voir venir au pouvoir des dirigeants plus responsables, impliqués dans leur protection. Et c'est surtout, c'est un mépris, c'est ça que je ne comprends pas qu'on ne comprenne pas, c'est un mépris ahurissant vis-à-vis des masses d'électeurs qui votent pour ces partis. C'est quand même une vision complètement anachronique de la politique, surtout quand on se prétend une démocratie, un état de droit, voilà, où la liberté d'expression existe et où finalement ces partis font partie de l'arc républicain, ou alors il faut les condamner, mais les sortir de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? En tout cas, donc, il faut espérer que la cohabitation, quelle qu'en soit la composition finale, va permettre de stabiliser les choses et de rendre plus difficile, voire de tarir, le soutien massif permanent à l'Ukraine, notamment en matière d'armement. On n'aide pas l'Ukraine en l'armant, on prolonge son agonie et on l'enfonce. Voilà ce qu'on fait. Et on prend, nous, des risques complètement disproportionnés en fonction d'une attaque que l'on crée, d'une possibilité d'attaque russe que l'on crée nous-mêmes et que l'on finit par faire advenir
ce qui est quand même vraiment stupide. Donc, voilà, l'Ukraine, il faut revenir là aussi au réel, il faut concevoir qu'on s'est trompé, on a fait de mauvais calculs qui se retournent aujourd'hui contre nous, et moi je veux bien que Volodymyr Zelensky soit considéré comme le nouveau Churchill. Enfin, le nouveau Churchill, là, qui vient de s'offrir un casino à Chypre, un géant, avec probablement une partie de l'argent qu'on lui donne. Si vous voulez, il y a des limites à l'indécence, quoi. Il y a des limites à la malhonnêteté, il y a des limites. Voilà. Et je pense qu'on les a atteintes. Et ça ne fait que discréditer encore nos élites européennes. C'est-à-dire, on se tire une balle dans le pied, y compris les élites ou les partis de gouvernement non populistes, non d'extrême droite, non d'extrême gauche, non... voilà. Si on avait à cœur, si ces élites avaient à cœur non des intérêts politiciens, mais ceux de la France, on n'en serait pas là. Et il faut donc arriver à quelque chose. Je pense en fait que ce qui s'est passé hier, c'est une opportunité. Et c'est une opportunité peut-être pour le président de la République et pour ceux qui gouverneront avec lui dans quelques semaines, d'opérer ce changement radical d'orientation de notre politique étrangère qui devient absolument urgentissime pour notre pays, vital, c'est-à-dire un tournant réaliste, radical de la politique étrangère de la France, que moi j'appelle de mes voeux depuis trop longtemps déjà, sans succès, mais c'est le moment. En fait, c'est l'occasion, et c'est même l'occasion de le faire passer. À l'échelle européenne, parce que voilà, il y aura un rapport de force différent, politique interne, etc. Et donc, il faudrait trouver dans ce nouveau gouvernement, en accord bien sûr avec le président, et c'est là que ce sera compliqué si c'est une cohabitation, mais enfin, on peut quand même essayer de trouver un ministre des Affaires étrangères qui est une colonne vertébrale, qui est une vision du monde, qui est une expérience des réalités internationales, qui comprennent qu'il faut une approche constructive, qu'il faut revenir au dialogue, qu'il faut réparer les dégâts, voilà, pas seulement vis-à-vis de la Russie, hein, vis-à-vis de tout, en fait, et vis-à-vis d'un nombre de pays considérable, au Moyen-Orient, en Afrique, naturellement, partout, en Iran, enfin partout. Il faut sortir du grand mensonge sur cette guerre en Ukraine. Il faut voir le monde tel qu'il est, plein de dangers, mais aussi plein d'opportunités. Voilà, tout simplement. Et les opportunités, il est clair que... Alors, elles se situent maintenant vraiment, quand on regarde une carte, à notre est. C'est clair et net. Bon, le nombrilisme a quand même des limites, et il faut parler un peu de ce qui se passe à l'échelle du monde. Parce que pendant qu'on faisait nos élections européennes, n'est-ce pas, péniblement, il y avait un événement qui est un événement annuel, qui existe depuis des années, je ne sais plus, on est à sa 20e édition, ou quelque chose comme ça, en Russie, qui s'appelle le SPIF, c'est-à-dire le Saint Petersburg International Economic Forum, le Forum international économique de Saint-Pétersbourg, qui est un événement incontournable au plan non seulement commercial, mais aussi politique maintenant, bien sûr dirigé par la Russie. Davos à côté, c'est microscopique. Hein, il faut comprendre, il faut remettre les choses un peu à l'échelle. Et cette année, ça l'était plus encore, parce que le Forum de Saint-Pétersbourg a connu un succès qui est à la mesure, en fait, de la réhabilitation internationale et diplomatique de la Russie à l'échelle du monde. Là encore, je ne suis pas pro-russe quand je dis ça, j'observe. Et qu'observe-t-on? Eh bien, c'est que cette édition du SPIF, elle a réuni quand même plus de 20 000 participants. Il y avait 139 pays présents. Bon, voilà, ça vous donne une idée, hein, on est un peu moins de 200 pays dans le monde, de tout format. 139.
Il y a eu en quelques jours 78 milliards de dollars de contrats négociés. Voilà, il faut comprendre. Alors, bien sûr, il y a des délégations, il y a des hommes d'affaires partout, et les Américains ne sont pas les derniers à être présents au SPIF, je peux vous le dire. Et le thème cette année, eh bien, c'était vers un monde multipolaire, multinodal et polycentrique. Tout un programme, mais plus qu'un programme, une réalité en cours, une réalité voilà, qui est née. Donc c'est une vision complète, c'est la vision russe, et aussi chinoise, déconcentrée du monde, avec de grands pôles régionaux, mais avec bien sûr un binôme de tête qui est sino-russe, tout simplement. Et il faut croire, quand on regarde le succès de cet événement, comme le succès des sommets des BRICS ou autres d'ailleurs, ou les sommets Russe-Afrique ou Sine-Afrique ou Vladivostok, enfin il y a une foultitude d'événements qui se passent à l'échelle de l'Eurasie dont on n'entend jamais parler, jamais. Dans l'Union européenne, c'est ahurissant. On dirait vraiment qu'on vit dans une petite cellule hors du monde, complètement enfermée. Donc, tous ces événements, et le Saint-Pétersbourg Forum, surtout, ont une résonance les uns sur les autres, et une résonance et une capacité, une attractivité folle vis-à-vis, aux yeux des pays du Sud global, c'est-à-dire en fait quand même les 2/3 de la planète. Voilà, il faut se réveiller. L'Eurasie devient le centre du monde. Voilà, quand je disais ça en 2016, on me regardait des yeux comme des soucoupes. C'est clair, c'est le centre maintenant d'un immense partenariat général avec des multiples arborescences dans tous les domaines, pas seulement économique, tous les domaines, avec le reste du monde qui le souhaite, avec tous ceux, membres du reste du monde, qui le souhaitent. Voilà, donc c'est une sorte d'enceinte qui agrège tout ça, qui crée des liens, qui crée des habitudes, qui crée des intérêts croisés, qui fait des propositions, qui produit de la sécurité, qui permet des collaborations, qui favorise des transferts de technologies, etc., etc., et qui fournit, comme je le dis depuis longtemps, une alternative à notre pratique de l'ordre fondé sur les règles, n'est-ce pas, qui n'est jamais qu'un ordre fondé sur nos règles, que de moins en moins de monde supporte. Donc, ce forum de Saint-Pétersbourg a été un immense succès, très bien, mais il faut le voir surtout et j'en parle surtout parce que c'est un événement qui a montré, là, particulièrement cette année, parce que l'environnement international tout le monde le connaît, compliqué, très compliqué, et il a montré cet énorme processus d'intégration, si vous voulez, comme un gros organisme vivant qui bouge avec des cellules dans tous les sens. Et bien sûr, il y a le forum de Saint-Pétersbourg, c'est un lieu où se rencontrent tous ces gens. Mais qu'est-ce qui se rencontre là? Donc, 139 pays du monde, mais bien sûr, tous les membres des BRICS, ceux qui y sont déjà et ceux qui ont envie d'arriver, ils sont quand même plus d'une 60aine maintenant. Donc, ça grimpe de jour en jour. Je ne sais pas si on mesure bien ce que ça veut dire. Mais aussi tous les membres de l'Organisation de coopération de Shanghai. Alors, l'Organisation de coopération de Shanghai, ça existe depuis 2001. C'est une organisation qui, au départ, dans la foulée de la fin de la guerre froide et de la désagrégation de tout l'espace soviétique, etc., avait une visée, au départ, assez sécuritaire. Et puis petit à petit, elle a étendu le spectre de ses actions possibles, de ses centres d'intérêt. Et aujourd'hui, c'est aussi une organisation de plus en plus puissante à laquelle on devrait s'intéresser. On devrait avoir des ambassadeurs, des émissaires,
enfin des gens qui vont à Shanghai, on devrait être observateurs même, on fait partie de l'Eurasie, la France fait partie de l'Eurasie. Donc l'Organisation de coopération de Shanghai, c'est 9 pays membres pleins, enfin 9 pays initiaux, même s'il y en a 2 qui ont rejoint récemment. Donc je vous les cite parce que c'est quand même les importants. La Chine et la Russie évidemment, le Kazakhstan, les Kirghizes, les Tadjiks, les Ouzbeks, les Pakistanais. Et puis les derniers, c'est l'Inde et l'Iran qui sont arrivés en dernier. Ensuite, il y a des observateurs, il y en a 3 ou 4. Il y a les Biélorusses, bien sûr, les Afghans, les Mongols. Et puis, beaucoup de partenaires. Alors là, c'est là qu'on voit que ça essaime. Les Turcs, les Arméniens, les Azerbaïdjanais, enfin les Azéris, les Koweïtiens, les Bahreïnis, les Saoudiens, les Émiratis, les Égyptiens, les Qataris, les Népalais, les Birmans, les Cambodgiens, les Sri Lankais et les habitants de l'archipel des Maldives. Tout ça, c'est quand même beaucoup. Voilà, ça n'est pas rien, l'Organisation de coopération de Shanghai. Et ça aussi, ça devrait être au cœur de nos préoccupations. Nos diplomates devraient chercher à faire entrer la France dans un cercle tel que celui-là, ne serait-ce qu'en tant qu'observateur. Ne serait-ce qu'en tant qu'observateur. Donc, et l'Afrique rejoint. L'Afrique est en train, voilà, l'Afrique et un certain nombre de pays africains. Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, passe sa vie en Afrique. Hein, sa vie en Afrique. Et il y a toute une intégration entre les dynamiques des BRICS, les dynamiques de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'Union économique eurasiatique, l'Organisation du traité de sécurité collective, toutes les organisations aujourd'hui patronnées, dirigées, tenues, mais tenues pas comme nous, on a l'habitude de se faire tenir par Washington, tenues par Pékin et Moscou, sont vraiment dans une dynamique collective considérable que nous devons prendre en compte et ne pas voir forcément comme un monde hostile et adversaire, forcément. C'est totalement contre-productif. Je ne vous parle pas, alors je ne vais pas vous parler des BRICS, parce que je voudrais faire un jour une émission uniquement sur les BRICS et toutes les avancées, mais il va y avoir un sommet bientôt, là, à Kazan, je crois, fin octobre, 22-24 octobre, si ma mémoire est bonne, où là, on va aussi avoir, je crois qu'il y a déjà une trentaine de délégations attendues, et il y aura probablement des annonces importantes. Enfin, si vous voulez, tout ça, c'est la dédollarisation du monde qui s'accélère. Vladimir Poutine a appelé récemment, d'ailleurs, comment est-ce qu'on appelle ça, au dumping, voilà, au dumping des monnaies qui sont hostiles. Bon, en gros, le dollar et l'euro. Voilà. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait, nous, de tellement intelligents, n'est-ce pas, face à cet immense mouvement? On s'imagine qu'on va probablement arriver à renverser la vapeur en accaparant, en confisquant les intérêts des avoirs russes en Europe. Le début, là, on a 1,5 milliard là, qui va être livré à l'Ukraine, c'est Mme von der Leyen qui l'a annoncé, en juillet, et consacré dans son immense majorité, 90%, à des achats d'armement. C'est intéressant. Donc voilà, on fait ça, on sait très bien que la Russie considère ça comme un vol manifeste, et à vrai dire, c'est un vol manifeste. Et alors que tout se passe, tout ce que je vous décris se passe, nous, dans notre métaverse, on a décidé qu'il fallait encore essayer de contraindre la Russie, donc on lui pique son argent, on lui pique les intérêts de ses avoirs, et puis en même temps on espère quand même que ce qui reste de gazoduc Russie-Ukraine, où elle continue à livrer du gaz via l'Ukraine, ce qui rapporte de l'argent à l'Ukraine et à certains pays de l'Est de l'Europe, eh bien on espère que ça va pouvoir durer, ou alors que l'Azerbaïdjan va pouvoir prendre le relais. Enfin bref, on est dans des actions complètement contradictoires,
Voilà, le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, pour ne pas dire plus. Tout ça n'a ni queue ni tête. C'est juste nourrir l'hostilité, faire en sorte qu'il soit de moins en moins possible de changer de registre. Je ne vous parle même pas du sommet de la paix, là, dans quelques jours, en Suisse, où là, ça va être le sommet, je ne sais pas, je ne sais pas à quoi ça va servir, il n'y a personne. Voilà, il n'y a personne qui compte, véritablement. Voilà. Et en tout cas, qui peut changer la situation d'une manière ou d'une autre. Bon, donc, voilà où nous en sommes. Et la Russie, elle continue à expliquer quand même un certain nombre de choses. D'abord, le chef du FSB, bon, d'abord militairement sur le théâtre, ça ne s'arrange pas. Ça, voilà. Je n'ai pas le temps de vous faire un point militaire, mais enfin, ça ne s'arrange pas du tout pour les Ukrainiens. Ensuite, le chef du FSB, Alexandre Bortnikov, a annoncé que derrière l'attaque, vous savez, terroriste, sur le centre commercial russe, Crocus City Hall, il y avait bien les Ukrainiens. Donc maintenant, ils le savent, l'enquête est terminée, ils en sont certains, ils en ont les preuves, et il y aura donc probablement des représailles, je ne sais pas lesquelles, certaines ont évidemment déjà eu lieu. Et ensuite, sur les F-16, alors là c'est très intéressant, alors ils ne parlent plus tellement de nos mirages, mais sur les F-16, le président du comité de défense de la Douma, comment il s'appelle? Je ne sais jamais son nom. Oui, Kartapolov, a fait une déclaration qui est assez claire et très mesurée. Il a dit, donc, si les F-16, qui ne sont pas seulement donnés par l'Amérique, qui sont aussi donnés par des pays de l'OTAN qui en ont certains et qui vont acheter d'autres avions et qui donc vont, en tout cas on dit, qu'ils allaient pouvoir en mettre à la disposition de l'Ukraine certains. Bon, alors là, Kartapolov a dit, si les F-16 ne sont pas utilisés pour attaquer la Russie, s'ils sont juste entreposés sur des bases étrangères, pour après éventuellement les donner à l'Ukraine, les équiper, les maintenir en condition, et les livrer sur des bases ukrainiennes, alors la Russie ne les ciblera pas. En revanche, s'ils partent de bases étrangères pour attaquer les forces russes, y compris en Ukraine, enfin dans la partie russe de l'Ukraine, alors là, les bases en question, donc les bases étrangères en l'espèce, et les avions eux-mêmes deviendront des cibles légitimes pour les forces armées russes. Donc c'est clair, c'est clair. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut? On veut une guerre mondiale, et nous, la petite Europe, on va être l'échelon avancé d'une grande alliance atlantique qui un jour peut-être sera en état de se confronter à la Russie, d'affronter la Russie. Bon, en tout cas, cette déclaration de Moscou, moi, je la vois comme une déclaration assez tempérée et en même temps un avertissement assez clair. Voilà, on ne veut pas l'escalade, mais enfin, si vous continuez à faire des déclarations comme celle de Biden récemment, il va falloir qu'on en tire les conséquences, quoi. C'est quand même pas compliqué à comprendre. En parallèle, bien sûr, on essaye, et notamment les responsables, enfin les États-Unis, et donc activant les responsables du commandement des forces américaines dans le Pacifique, essaient d'expliquer qu'ils vont mettre en place un ensemble faramineux, enfin énorme, de petits bateaux sans pilote dans le détroit de Taïwan pour empêcher la Chine de récupérer l'île par la force. C'est-à-dire, si elle le faisait, elle se heurterait à ça. Voilà.
Là, je ne vois pas comment c'est faisable, si c'est de la gesticulation pure, qu'espèrent les Américains en faisant ça? Je ne pense pas découpler la Russie de la Chine, parce que ça, c'est vraiment, c'est pas possible. Donc ils expliquent que c'est à horizon 2027, donc déjà c'est pour l'administration future, hein, ce sera à elle de se débrouiller avec ce genre de menaces. Mais enfin, on voit bien que c'est la guerre perpétuelle, quoi, c'est la guerre permanente. On va laisser le bébé ukrainien, là, criard, géniard, aux Européens, à charge pour eux de s'en débrouiller à leurs frais. Et puis, on va se concentrer sur l'ennemi véritable, structurel, tout aussi systémique que la Russie, mais encore plus lourd, qu'est la Chine. Bon. Enfin, je terminerai sur Israël et Gaza. C'est toujours l'enfer. Les bilans que l'on voit sont incroyables. Voilà, on parle de 37 000 morts, de 85 000 blessés. On parle aussi du Liban, je ne sais plus si je l'ai dit la semaine dernière ou si je l'ai dit dans le direct, de la perspective d'une attaque israélienne sur le Liban. Et le Hezbollah, par la voix de son chef adjoint, a été très clair en disant que si Israël se hasardait à attaquer le Liban, il y aurait de fortes surprises et je ne suis pas dans le secret évidemment des états-majors israéliens, ni encore moins évidemment du Hezbollah, mais je pense qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer, c'est-à-dire que ce serait vraiment une logique de conflagration régionale si Israël faisait cela, parce que le Hezbollah ne laissera pas faire. Le Hezbollah, encore une fois, ce n'est pas le Hamas. Donc il faut faire attention. Le crédit d'Israël continue à chuter à l'échelle internationale et même à l'échelle américaine, comme je l'ai déjà expliqué aussi. Donc l'isolement est de plus en plus lourd. Benny Gantz, ministre israélien et opposant à Netanyahou, a quitté la coalition au pouvoir, toujours sur la même question, c'est-à-dire, mais quelle est la stratégie? Où vas-tu, Bibi? Voilà. Et donc, il considère qu'on ne sait pas où on va, c'est beaucoup trop dangereux, Israël n'a pas forcément les moyens de tenir une guerre d'usure, et c'est ce que lui promet le Hezbollah. Alors, au plan des bonnes nouvelles, il y a eu 4 otages israéliens récupérés, mais quand même au prix de 300 morts et de 700 blessés palestiniens. Donc, c'est des victoires à la Pyrrhus. La famine, ça continue. Et en plus, le port mobile, monté par les Américains sur la côte de Gaza, qui était soi-disant destiné à l'aide humanitaire, sert en fait aux forces israéliennes, en partie. Donc, si vous voulez, il y a eu un projet de résolution à l'initiative, je crois, du Brésil et qui demandait l'annulation des ordres israéliens d'évacuation des populations palestiniennes vers le sud. Et les États-Unis ont mis leur veto, les Britanniques et les Russes se sont abstenus au Conseil de sécurité. La grande question, c'est toujours, le Hamas veut un cessez-le-feu total et Israël ne veut pas se lier les mains et veut pouvoir continuer ses opérations. Donc on est dans une espèce de lutte contre la montre politique interne en fait. Jusqu'à quel point ça va devenir contre-productif en interne, vraiment politiquement, pour Benjamin Netanyahou, de poursuivre et de ne pas chercher à faire quand même une forme d'accord avec le Hamas pour récupérer les otages, pour arrêter ce bain de sang. Et puis alors nous, évidemment, la France, on a mis un petit grain de sel sur la plaie, on collait l'Amérique, bien sûr, et on fait des déclarations, notamment lorsque le président Biden était là, avec le président Macron, qui a fait des déclarations sur le thème de l'hostilité de l'Iran.
de l'hostilité de l'Iran, à la fois par son alliance avec la Russie et bien sûr par sa capacité de nuisance régionale contre Israël. Donc là, si vous voulez, on est vraiment dans une politique qui n'a en fait ni queue ni tête, on ne sait pas où on va, il n'y a plus de principe, il n'y a aucune singularité évidemment. Et je terminerai en vous disant que pendant qu'on fait tout cela, en s'imaginant peut-être être utile à quelque chose ou faire des déclarations importantes et inquiétantes pour les autres, eh bien les Iraniens et les Saoudiens, eux, se rencontrent au niveau des ministres des Affaires étrangères, Bagheri et Farhan du côté saoudien, en marge du Conseil des ministres des BRICS, à Nijni Novgorod. Et donc je terminerai comme ça. Notre édifice occidental craque de tous côtés. C'est comme un vieux vêtement, vous savez, vous levez un bras, ça se déchire, vous tournez un peu, ça continue. Et finalement, que va-t-il se passer? Il faudrait peut-être essayer de coudre, faire quelque chose, ou alors changer de tissu. Bon, les digues sautent, si vous voulez. Les digues sautent, y compris au Moyen-Orient, et finalement, ce rapprochement irano-saoudien, alors rapprochement, ça ne veut pas dire encore une fois qu'on lie tous ces intérêts ensemble, mais il n'y a plus de tabou. Et ce rapprochement qui avait commencé, enfin qui s'était manifesté publiquement en 2023, reprend en fait, reprend. Voilà, en dépit de tout ce qu'on peut dire et faire. Voilà, je vous quitte sur cette nouvelle que moi je trouve bonne, parce que je pense qu'il faut que tous les acteurs reprennent langue les uns avec les autres, y compris Israël aussi d'ailleurs. Et je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça ne vous aura pas semblé trop décousu. Je vous demande de liker si vous avez aimé, de partager, de dire à vos amis de vous inscrire sur Paix et Guerre. Je vous retrouve, si tout va bien, mercredi prochain à 19 h. Je pense qu'il se sera passé beaucoup de choses d'ici là. Et encore une fois, je pense que le deuxième direct devrait se passer à la fin du mois, mais je vous le reconfirmerai. Je vous remercie et je vous souhaite une belle soirée.